qu'on peut appeler également l'histoire de Claude Bourgelat, qui est le père de la médecine et de l'enseignement vétérinaire. Alors, je m'appelle Jeanne-Marie Bonnet, je suis professeure émérite à VetAgroSup Campus Vétérinaire et le professeur Jean-François Chary m'a prêté quelques diapositives que j'ai enrichies. Alors, cette histoire de la création de l'enseignement vétérinaire, eh bien, elle a démarré il y a 262 ans. Nous sommes à Lyon et Lyon est la deuxième ville de France. En effet, elle est assez riche car il y a des soyeux, donc des tisseurs de soie, et beaucoup de commerces. Et nous sommes sous le règne de Louis XV. En 1722, il vient d'accéder au trône et donc dans cette ville de Lyon, nous repartons un peu en arrière pour retrouver Claude Bourgelat, le père de l'enseignement vétérinaire. Ce Claude Bourgelat donc vit au XVIIIe siècle. Il est né en 1712 d'un père qui était échevin, on peut dire conseiller municipal, adjoint au maire, et il était assez riche, cet homme. C'était un soyeux lyonnais. Donc il vit à Lyon, Claude Bourgelat. On sait peu de son enfance, il va perdre son père alors qu'il a 7 ans, il va falloir qu'il se débrouille. On ne connaît pas trop les conditions de sa jeunesse, mais on sait qu'il va être, donc il va certainement faire du droit. On sait qu'il va être dans la troupe des mousquetaires. On sait qu'il va être avocat également. On dit à Toulouse, on dit à Grenoble, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est ses débuts comme écuyer du roi. Il avait un brevet d'écuyer du roi. Et qu'est-ce que ça veut permettre, ce brevet d'écuyer du roi? Va lui permettre d'ouvrir l'Académie d'équitation pour l'éducation des gentilshommes. Alors, c'est une école où les jeunes nobles, les gentilshommes, sont éduqués. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans l'éducation d'un gentilhomme? Il faut lui apprendre à monter à cheval, les mathématiques, les bonnes manières, savoir se battre et la danse. Cette académie d'équitation, elle est rue du Manège. Rue du Manège, en voici la pierre, cette pierre que nous avons récupérée à Barcy-l'Étoile sur le site de l'école vétérinaire de Lyon. Cette rue maintenant de Lyon s'appelle la rue Bourgelat. Dans cette académie du roi, donc il apprend, on comprend qu'il sait, qu'il apprend à gérer déjà un établissement, gérer une école. Il faut savoir qu'il fait beaucoup d'autres choses, il s'occupe des haras, cet homme a beaucoup d'occupations dans sa vie. Alors, il reste de cette académie d'équitation, il ne reste plus du tout le manège qui permettait de monter à cheval, il reste qu'une porte avec un panneau indicateur. Cet homme est donc un homme du cheval. Il s'intéresse à l'hippiatrie et il se rend compte qu'il y a des traités anciens qui parlent du cheval, traités de cavalerie comme celui du duc de Newcastle qui avait été écrit sur l'art de monter à cheval. Il trouve qu'il est complètement erroné. D'ailleurs, dans les livres, il va écrire, dans des revues, il va dire que c'est un mauvais traité et il va réécrire le nouveau Newcastle. Car Claude Bourgelat est un véritable scientifique. Il voit les erreurs, il voit qu'il faut observer, déduire pour arriver à énoncer des choses qui sont valables. Alors il se rend compte que dans les planches anatomiques, là on en voit par exemple une, les muscles du cheval sont vraiment représentés de façon erronée. Ce qu'il fait que ces erreurs des connaissances anatomiques conduisent à des anomalies dans le déplacement du cheval, dans la biomécanique du cheval. Et en conséquence, comment parler d'art équestre si on ne connaît pas comment se déplace bien un cheval? On n'en est pas encore à la création de l'école vétérinaire, mais à ses balbutiements. Car en effet, cet homme qui est un vrai scientifique va collaborer avec les chirurgiens de Lyon, de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, qui maintenant n'est plus un hôpital depuis quelques années, qui est un centre où il y a des boutiques, de la gastronomie. Eh bien, il va aller voir ces chirurgiens qui savent réaliser des dissections chez l'homme. Et lui-même va apprendre à leur côté à faire des dissections, et lui, pour disséquer le cheval et rétablir la vraie anatomie du cheval. Alors ici, ce n'est pas Claude Bourgelat, c'est un peu plus tard des dissections qui sont faites, mais ce n'est pas Claude Bourgelat, mais c'était pour illustrer ses capacités. Ah,
apprendre la dissection. Alors, de ces dissections animales, on peut dire que Bourgelat aura 3 révélations. Déjà, il dit qu'il y a une similarité entre la machine humaine et la machine animale. On parle de machine pour cette anatomie humaine et animale. Et en effet, déjà, il fait de l'anatomie comparée. Ensuite, il se naît la différence entre l'approche empirique, qui était de l'observation, mais sans déduction, et le raisonnement scientifique, où on observe, mais ensuite on va déduire, on va analyser. Et lui, ce n'est pas un empirique, c'est un véritable raisonnement scientifique. Et peut-être que déjà, c'est l'opportunité de créer la profession de médecin des animaux. Mais ce n'est pas pour le cheval qu'il va créer cette profession. On peut dire qu'il y a la naissance de la biopathologie comparée. En fait, entre les espèces, Bourgelat va toujours comparer le fonctionnement des différents organismes. Alors, il va écrire beaucoup d'ouvrages comme ces éléments dipiatriques sur la connaissance de la médecine des chevaux et dans lequel il parle d'anatomie, de physiologie, de pathologie, d'hygiène, de thérapeutique, de soins donc, et d'élevage. C'est en 1750, on est un peu encore avant la création de l'école vétérinaire. C'est donc une approche scientifique, toujours qu'il a, qui fait appel à l'expérience, l'observation, le raisonnement, l'analyse, la déduction ensuite. Il devient célèbre pour ses écrits un peu partout en Europe. Il devient correspondant de l'Académie royale des sciences de Paris qui tient séance au Louvre. Et puis, il y a Diderot et d'Alembert. Nous sommes au siècle des Lumières, je vous le rappelle. Et ils écrivent donc différents chapitres pour cette encyclopédie et font appel à des scientifiques pour ça, la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ils vont donc demander à Claude Bourgelat d'écrire de nombreux chapitres en lien avec la science du cheval, la requête, la médecine, la chirurgie. Il y a une véritable reconnaissance de sa valeur scientifique. Donc, il écrit de nombreux chapitres que l'on peut retrouver dans l'encyclopédie. Mais l'école vétérinaire va naître de sa rencontre avec Henri-Léonard Bertin, qui arrive à Lyon, c'est un Parisien, qui débarque à Lyon comme lieutenant de la généralité, c'est-à-dire comme préfet. Ils vont devenir amis et beaucoup discuter sur les problématiques de l'agriculture française. Et il voit un intérêt pour l'économie rurale du royaume de créer une profession qui pourrait lutter contre les maladies du bétail. En effet, à cette époque, la peste bovine fait de nombreux ravages en France. La famine fait rage. Pourquoi? Non pas parce qu'on mangeait les bovins, bien sûr que non, mais on s'en servait pour faire les labours, pour tirer les charrettes. Leurs excréments servaient à enrichir les sols. Peut-être qu'on buvait leur lait, très certainement, mais en revanche, on ne mangeait pas la viande. Mais quand même, ça créait des famines dans tout le royaume de France, dans l'agriculture, était vraiment dans un piteux état. Il n'y avait personne pour prévenir ou traiter la maladie. Alors, Bertin et Bourgelat, qui sont amis, en discutant, se disent qu'il faut des professionnels pour aller sur le terrain soigner les bestiaux. Mais en dépit de leurs réflexions qui sont très avancées, il faut du temps pour arriver à créer cette école. Car en effet, regardez, il faut attendre 1757 où Bertin retourne à Versailles, va être lieutenant général de police, c'est-à-dire c'est un ministre de l'Intérieur, pour aller rencontrer le roi, discuter avec Louis XV de telle façon à créer cette école. Le roi est convaincu des propos de Bertin qui a parlé de ce Bourgelat lyonnais et il y a donc un arrêt du Conseil du roi le 4 août 1761. Alors, je vous ai extrait un petit peu des écrits, car c'est du vieux français en plus, où il est dit cet arrêt dit qu'on va ouvrir une école où l'on enseignera publiquement. C'est une école publique, on ne paiera pas pour être dedans, ils paieront simplement, les étudiants paieront leur repas. Donc, enseignera publiquement les principes et la méthode de guérir les maladies des bestiaux. Voilà, ces bestiaux, il n'est pas question de chevaux, ce qui procurera à l'agriculture les moyens de pourvoir à la conservation du bétail dans les lieux où cette épidémie, on parle de peste bovine,
désole les campagnes. En fait, cette peste bovine, elle ne disparaîtra totalement de la planète qu'en 2011. Alors, c'est ainsi que la première école vétérinaire au monde est créée à Lyon et il faut trouver un lieu. Le décret, donc c'est en 1761, il faut trouver une école. C'est le logis de l'Abondance, qui est une auberge dans laquelle les gens se posaient, faisaient reposer leurs chevaux avant de repartir. Et c'est Grande rue de la Guillotière à Lyon. Et c'est assez exigu quand même, c'est pas très grand, il y a une cour. Et en 1762, aux alentours de février 62, qu'il y aura la première promotion d'étudiants. On dit qu'ils ont entre 13 et 30 ans. Il faut savoir écrire et lire et il faut savoir ferrer les chevaux pour entrer dans cette école. Les matières enseignées dans cette école, à savoir qu'elle était attenante à un joli jardin botanique où les Lyonnais aimaient bien aller se promener les week-ends. Enfin, je ne suis pas sûre qu'ils aient des week-ends complets de libre. Les matières enseignées étaient l'anatomie des os, des muscles, myologie, splancnologie des organes, et ils faisaient des préparations anatomiques, c'est-à-dire de la dissection et de l'anatomie comparée entre les différentes espèces. Mais ils avaient aussi des cours de botanique et de pharmacie, des cours de matière médicale, c'est-à-dire ils allaient chercher dans les minéraux, dans les végétaux, les principes des médicaments, des cours sur l'extérieur des animaux, la conformation des animaux et le choix des animaux, des cours de forge, des cours des maladies, qui sont les maladies internes, mais aussi les maladies externes, tout ce qui était parasitisme, des cours de bandage et opération. C'était donc de la chirurgie. Donc cette école est assez exiguë et on installera des dortoirs dans cette école, mais on dit les gens étaient un peu serrés dedans, ce qui fait que les études de cette école déménagera, on va le voir sous peu, mais il va rester quand même 30 ans sur ce lieu dans l'ex-logis de l'Abondance. Première école vétérinaire au monde. En fait, cette peste bovine va disparaître en 1764, mais seulement une disparition provisoire. Et est-ce que c'est l'effet de l'intervention des étudiants sur le terrain? Ou bien les maladies, les épidémies, on sait que souvent elles disparaissent, elles réapparaissent. En tout cas, le roi entend parler de cette disparition, de cette épidémie, pour laquelle il avait fait créer cette école par Claude Bourgelat. De ce fait, dans un arrêt du Conseil d'État du roi, il décide d'appeler cette école École royale vétérinaire de Lyon. En effet, il l'érige au rang de royale en 1764. La seconde école vétérinaire sera créée en France au château d'Alfort en 1765. En fait, Bourgelat tourne un peu le dos à Lyon. Il veut même déménager Lyon sur Alfort, mais le roi dit non, il faut une école à Lyon et une école à Paris. Alors, à Paris, avant d'être à Alfort, ils vont chercher d'autres lieux, mais c'est au château d'Alfort qu'est créé, alors il n'y a plus le château aujourd'hui, mais qu'est créée cette école, cette seconde école vétérinaire au monde en 1765. Et il faut savoir que l'école vétérinaire d'Alfort est toujours sur le site, bien sûr. Les locaux sont tout neufs, elle a été rénovée, mais on est toujours sur le site. Alors que vous allez voir qu'à Lyon, eh bien, l'école aura déménagé de son premier site. Alors voici alors c'est beaucoup plus récent, c'est au 19e siècle, hein, ça doit être en 1800 et quelques, que sont ces photos qui ont été prises, bien sûr, où on voit, eh bien, dans des enseignements sur le cheval, enseignements avec les bovins et les petits ruminants, quelques cartes postales du plutôt 19e siècle. Alors, cette école vétérinaire de Lyon, première au monde, va déménager du logis de l'Abondance dans le couvent Sainte-Élisabeth des Deux Amants sur les quais de Saône en 1795. C'est un couvent et on voit comme elle est magnifique cette école et on voit l'intérieur. On a une cour aussi où il y a bien sûr les enseignements pour les étudiants. Ici, c'est le jardin botanique également car il y avait beaucoup un apprentissage de la botanique et des principes des végétaux, sur les végétaux, des principes actifs des végétaux. Alors, je vous ai retrouvé quelques écrits pour les étudiants, attention, 1877, où on voit les étudiants qui se comportaient mal.
Alors de nos jours, les étudiants ne sont pas punis pour ces motifs, car il a fumé dans les latrines pendant l'étude. Certains, on voit pas très bien, mais il y a aussi, il a fumé là encore dans la salle d'études. Il portait une chemise de couleur, quelle honte! Car il y avait, je pense, un costume qui était dédié. Donc en fait, ils étaient dans ce cas-là, ils avaient des punitions. Donc ça, c'est le directeur qui a écrit. Donc on a des cahiers comme ça où sont consignées toutes les punitions des étudiants. Il y aura un deuxième déménagement du site du site des Quais de Saône jusqu'à Marcy-l'Étoile, sur le campus de Marcy-l'Étoile, où vous voyez en fait cette école en 1977. C'est une école assez moderne, on va dire, puisque c'est le Grand Prix de Rome, un architecte qui va l'élaborer. Alors c'est à la mode des années 70 et depuis, elle a été rénovée d'un point de vue énergétique, car c'était une véritable passoire énergétique et maintenant, c'est beaucoup mieux. Elle est plus souriante qu'elle n'était. Donc sur ce campus de l'Ouest lyonnais, elle a déménagé et devait arriver aussi d'autres universités qui devaient venir rejoindre l'école vétérinaire de Lyon. Mais en fait, les autres sont restés sur Lyon et on a un campus de 44 hectares dédié à l'école vétérinaire de Lyon. Alors, les autres écoles vétérinaires en Europe sont nées de Lyon et de l'école vétérinaire d'Alfort. En effet, il y a un véritable arbre généalogique où on voit, par exemple, l'école de Londres qui a été créée par un Lyonnais, Vial de Saint-Bel, qui a été éduqué à Lyon et qui ensuite est allé à Londres créer sa propre école. De même, de nombreuses autres personnes, depuis leur pays, sont venues se former à Alfort et à Lyon pour, pour monter leur propre école dans toute l'Europe. Alors en France, il y aura l'école de Toulouse qui va naître en 1828 et déménagera aussi l'école de Nantes, beaucoup plus récente. Il y a 4 établissements français publics avec un cursus vétérinaire: Lyon, Alfort, Toulouse et Nantes. Alors regardons un peu cette école de Lyon qui va, donc on la voit ici, au début 1762, installée à la Guillotière, elle s'appelle École vétérinaire de Lyon. Je vous rappelle qu'en 64, le roi l'érige à École royale vétérinaire. Mais ensuite, elle va changer de nom plusieurs fois. En 1789, à la Révolution, le royal va tomber, de même que les têtes des nobles qui tombent, et elle devient École nationale vétérinaire. Sous Napoléon Ier, elle prend le titre d'école impériale vétérinaire. En effet, chaque fois qu'il y avait un changement de régime, on changeait le nom de cette école. Et à l'époque, sous Napoléon Ier, il y a des écoles de premier et second rang. Et l'école de Lyon ne délivre plus qu'un diplôme de maréchal vétérinaire en 3 ans et pas en 5 ans comme à Alfort. Donc c'est moins prestigieux. Mais après, quand vont arriver les rois Louis-XVIII, Charles X et Louis-Philippe Ier, qui est encore roi à l'époque, eh bien, ils vont redonner le titre de vétérinaire. Il n'y aura plus de différence entre maréchal ou artiste vétérinaire. Sous ces rois, l'école redeviendra École nationale vétérinaire. Mais quand Napoléon III sera donc sacré empereur, qu'il y aura sacre Napoléon III, elle redeviendra impériale, et puis après nationale. Et puis ensuite, en 2010, l'école vétérinaire de Lyon, qui s'appelait École nationale vétérinaire de Lyon, a fusionné avec une école d'ingénieurs agronomes à Clermont-Ferrand et avec l'école d'inspecteurs de santé publique vétérinaire pour former VetAgroSup. Et ce que vous voyez ici, l'école vétérinaire de Lyon, c'est le campus vétérinaire de VetAgroSup. En 2011, on a fêté les 250 ans de la profession et la disparition de la peste bovine de la planète. Il y a un timbre qui a été créé pour cette occasion. Alors, Claude Bourgelat est le créateur de la profession vétérinaire, mais aussi, on l'a évoqué, le promoteur de la biopathologie comparée. C'est important pour lui de regarder toutes les espèces et de s'aider des connaissances d'une espèce pour les appliquer sur l'autre. C'est ce concept d'une seule santé, One Health. En fait, une seule santé, ça veut dire qu'il y a médecine humaine et médecine vétérinaire n'ont pas de frontières. On peut s'aider d'une médecine pour l'autre. Et il dit, la médecine de l'homme
est utile à celle du cheval et réciproquement, les découvertes que l'on peut faire dans la médecine humaine peuvent être appliquées à l'animal et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et réciproquement, on peut trouver chez l'animal des maladies, les soigner et après appliquer ces traitements chez l'homme. Alors il dit, nous avons connu l'intimité des rapports qui existent entre la machine humaine et la machine animale, rapports qui sont tels que l'une et l'autre médecine s'éclaireront et se perfectionneront mutuellement. C'est vraiment ce concept d'une seule santé. Vous vous rendez compte, il est précurseur alors qu'aujourd'hui on parle de ce concept. Il est né avec Claude Bourgelat. Et en plus, il rajoute, un peu plus tard, nous nous estimerons trop heureux si les personnes à qui la vie des hommes est confiée, les médecins, persuadés des progrès que leur art peut attendre encore de la médecine comparée, daignaient nous mettre à portée d'éprouver sur des animaux ce que la prudence ne leur permet pas de tenter sur la nature humaine. Ça veut dire que les médecins doivent faire confiance aux vétérinaires et à leurs études, à leurs expériences qu'ils font sur les animaux et aux conclusions qu'ils en tirent pour les récupérer et s'en servir pour traiter mieux les animaux. C'est vraiment le concept une seule santé, l'intérêt de l'expérimentation chez l'animal, puisqu'on ne peut pas le faire chez l'homme, pour ensuite soigner encore mieux l'homme. Alors, grâce à Claude Bourgelat, l'enseignement et la médecine vétérinaire sont nés. Et les principes fondateurs de notre profession vétérinaire sont la démarche scientifique. Observer, déduire, mettre en œuvre un traitement, mais aussi toujours une préoccupation économique. Car en effet, le vétérinaire, il soigne pour améliorer l'agriculture, il soigne même toujours en se disant « Attention, je soigne les animaux, le chien, le chat également, mais réfléchissons aux possibilités économiques de la personne qui me donne en soin ces animaux. » Et puis toujours, la médecine comparative, le concept de One Health, c'est très important, cette médecine comparée. Alors, les écoles vétérinaires françaises et la profession sont donc toujours reconnaissants envers Claude Bourgelat, qui a fait naître la profession vétérinaire. Cette statue de Bourgelat, elle est donc maintenant, elle était en pierre, elle était érigée aujourd'hui en bronze, car elle a été, cette statue était dans la cour du couvent Sainte-Élisabeth des Deux Amants, le deuxième site de l'école vétérinaire. Elle avait été fondue pour des canons pendant la guerre de 14. Quand elle est arrivée à Marcy, elle était en pierre et une souscription en 2011 a permis de la remettre en bronze. Merci donc à Bourgelat d'avoir créé cette profession, cette si belle profession, au service de l'animal, mais au service de l'homme également. Alors, merci de votre attention. Et Claude Bourgelat, il est également ici, sur le mur des Lyonnais célèbres. Donc, à Lyon, ce mur où ont été peints de nombreux hommes célèbres de Lyon. C'est vraiment une figure de Lyon. Je vous remercie